Acropolis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir, ce fameux vendredi soir avec une régie qui va être certainement très surprenante ce soir, je m'attends au pire. Donc la régie gérée par Sylvain. Bref. Donc on est vendredi, je vois que c'est toujours les mêmes qui ont décidé de passer le vendredi dans leur lit en train de regarder l'Europe. Donc merci à vous. Donc bonjour Perceval, salut Kappa, salut Exode, salut Daijin, salut Fanny, salut Gringant, salut Ormand, salut Phyton. Salut à tous et à tous, hein, parce qu'il y en a qui ont des pseudos assez imprononçables, donc je ne vais pas me lancer, surtout que je suis claquée, voilà, comme dirait Jean. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire en petite introduction? Ah bonjour la Morora, parce que ton, ton pseudo me fait marrer, donc je le dis. Rendez la Catalogne aux abonnés. Ah oui, alors la Catalogne. Alors on n'en parle pas ce soir. Ce soir, on va parler d'un un sujet fâcheux, un sujet qui est très intéressant mais très fâcheux, qui provoque beaucoup de débats et ça c'est intéressant. Je suis pas une experte sur ce sujet, mais je pense qu'on commence à en avoir un peu marre de parler que du Brexit ou de parler que de l'institutionnel. Et que peut-être que vous avez envie de parler d'un peu des trucs plus pragmatiques, qui ont un impact plus direct sur nos vies, ou etc. Donc on va tenter. On avait déjà fait un live sur le CETA, où vous avez pas mal plu de suivre le vote sur le CETA au Parlement européen, c'était au mois de février. Donc aujourd'hui on va parler de la politique commerciale. Parlons sous-sous dans la popoche, comme dit très bien Perceval. Et, euh, et donc on va parler de ça. Alors c'est toujours comme la semaine dernière où on avait fait le point sur l'aspect démocratique de l'Union européenne. Et ben là c'est un peu dans la même, on est dans la même situation où en fait je vais commenter et on va regarder ensemble un, un- une conférence de presse qui a eu lieu le 14 septembre, il me semble, donc juste après le débat, enfin juste après le discours, pardon, sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker. Donc on a un peu un mois de retard, mais c'est pas non plus de l'actualité chaude, c'est de la présentation sur les orientations que vont prendre la Commission européenne sur cette thématique. Donc c'était pas quelque chose qui était très urgent. Et donc on va en parler aujourd'hui. Et donc il va y avoir deux commissaires qui vont nous expliquer un petit peu quelle va être quelles vont être les orientations de la Commission sur le commerce, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Jean-Claude Juncker, lors de son discours sur l'état de l'Union, avait parlé de 5 priorités pour l'année à venir, et parmi lesquelles il figurait le commerce international et donc la politique commerciale de l'Union. Voilà. 14 septembre, c'était il y a 1000 ans. Oui, bah oui, c'était il y a 1000 ans, mais bon, on a une émission par semaine, et puis il y avait pas mal d'actu chaudes entre le Brexit et la Catalogne, donc j'ai un peu fait traîner, écoutez, c'est pas ma faute à moi. Hein. C'est qui à la régie ce soir? C'est Sylvain. Le fameux Sylvain que vous connaissez tous et qui gère avec brio les QAG depuis quelques jours. Donc voilà, il va croire que je lui fais de la grosse lèche. Après l'avoir un peu insulté hier soir par mes gardes, comme dirons-nous, pendant la libre antenne où j'ai été, comme on dit, euh, comment dirais-je, on m'a mise à l'antenne sans mon consentement. Donc du coup, je me suis un petit peu, comment dirais-je, chauffée avec les insultes. Voilà. Bref, c'est habituel entre nous. Je rappelle d'ailleurs, en parlant d'insultes et en parlant de cette intervention dans les Brantaines, qu'il y a un apéropolis ce week-end à Rouen et que du coup vous êtes tout à fait les bienvenus. Il y a un événement Facebook, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, ce sera tout à fait trop cool. Alors, Jennifer, que réponds-tu aux accusations de Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'on pointe du doigt la France pour son grand déficit, mais qu'aussi la France donne 6 milliards par an à l'Europe? Euh... Est-ce que je dis quelque chose? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme dirait Jean? Non, la remarque, c'est vrai qu'il a un peu pris les mêmes mimiques, je dirais, que Margaret Thatcher, qui disait qu'il fallait du coup qu'on rende l'argent au Royaume-Uni comme ça, voilà. Mais
Je sais pas, ça me paraît un peu étrange de la part de Mélenchon de vouloir récupérer cette somme que du coup, parce que la France est contribueur net, et donc ces 6 milliards vont effectivement à des pays européens qui sont dans des situations, on va dire, qui sont plus pauvres que nous, et je sais pas, la redistribution entre les riches et les pauvres, il me semblait que c'était un truc que Mélenchon aimait bien, donc bref, mais après, c'est une position qui peut tout à fait se comprendre. Et voilà, chacun pense ce qu'il veut, il a tout à fait le droit de penser ça, c'est une pensée tout à fait qui peut être justifiée, hein. Moi je trouve ça rien. Ah oui, il y a la, il y a la régie qui me dit qu'on s'en fout de Mélenchon et qu'il faut mettre des pauses bleues sous la vidéo. Alors en vrai, il a pas dit qu'on s'en fout de Mélenchon, mais c'est moi qui ai dit ça de mon propre chef, et je fais passer ça sous la responsabilité de Sylvain. Non, en gros, il me dit, n'oubliez pas, si vous voulez, si vous aimez le travail d'Acropolis, de mettre des pouces bleus sur la vidéo de YouTube pour qu'elle soit référencée, qu'elle remonte un petit peu, voilà. Donc je sais que certains d'entre vous n'aiment pas, n'aimaient pas l'Europe, c'est tout à fait votre droit, qui est tout à fait respectable, pardon. Mais par contre, si vous aimez bien le travail d'Acropolis et que vous avez envie qu'Acropolis soit un peu plus connu pour son travail, et ben n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Voilà, j'ai bien fait mon travail, Sylvain. C'est bon, il est satisfait. Alors, le raisonnement, c'est que comme la France a du mal avec son déficit, il vaut mieux qu'elle garde son fric. Non mais oui, après, comme il fait référence au déficit de la France, peut-être qu'il estime que du coup, bah, ça devrait être pris en compte dans le déficit, ça devrait être pris en compte dans le déficit français, le fait qu'elle donne 6 milliards de plus qui se retournent à d'autres pays européens, enfin bref. Il a sa pensée, moi j'ai pas la même, certains d'entre vous ont la même, d'autres pas du tout, etc. etc. Donc voilà, enfin je veux dire, l'Europe, ce n'est pas non plus l'émission où on va parler que de Mélenchon. Donc ne parlons pas de Mélenchon, voilà. Et oui, ce soir on va parler de politique commerciale. Sur la politique commerciale, il faut savoir que c'est une des politiques européennes qui est une des plus intégrées. Et que l'Union européenne a la compétence exclusive en matière commerciale. Ça veut dire que c'est elle qui négocie, et notamment les accords internationaux. Donc comment ça se passe, par exemple sur le CETA, comment ça s'est passé, sur le TTIP, sur les accords avec le Japon, etc., etc. C'est que les États membres donnent mandat à la Commission pour qu'elle négocie. Et donc, elle négocie au nom des États membres pour qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur, puisque ça facilite quand même pas mal les négociations. Mais après, je vous rassure, les États membres sont quand même derrière la Commission en termes de position politique, etc. Les États membres donnent leurs lignes rouges que la Commission doit respecter. Ces lignes rouges sont discutées entre les 28. Donc voilà, mais c'est l'Union européenne qui a la compétence exclusive en matière commerciale. Voilà, quoi d'autre sur la politique commerciale? J'avais quelques chiffres. L'Union européenne est aujourd'hui la 3e puissance commerciale du monde, derrière la Chine et les États-Unis. Ils se tirent un peu la bourre, les trois. Donc voilà, mais l'Union européenne s'en sort très très bien d'ailleurs. J'ai les chiffres. Donc hors commerce intracommunautaire, le total des échanges de biens, exportation et importation de l'UE avec le reste du monde atteint les 3000, plus de 3000 milliards d'euros en 2016. Donc c'est plutôt pas mal, soit plus de 15% du commerce mondial de biens. On est sur des chiffres qui sont plutôt importants. Les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne sont les États-Unis, évidemment, la Chine, la Suisse, la Turquie et la Russie. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Et elle est la première exportatrice de produits agricoles, loin devant les États-Unis et le Brésil. Et elle est aussi le plus grand exportateur mondial de produits manufacturés et de services. Et premier pôle touristique mondial, pardon. Eh ben, ça en fait, hein. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez vous renseigner, parce que ce site est vraiment bien foutu, ça s'appelle Toute l'Europe. Et si vous avez envie de vous renseigner un petit peu sur l'Europe, comment ça marche et avoir un peu d'actu, c'est plutôt pas mal foutu.
Voilà, donc le commerce international, c'est un truc qui existe depuis un bail, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y a l'Organisation mondiale du commerce qui existe en niveau international, qui est un peu remise en cause, qui a un peu du mal à bouger, puisqu'il y a quand même, je crois, il y a plus de 130 membres, et donc du coup, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur plein de sujets, et donc ça marche par cycle, et le dernier cycle, c'était le cycle de Doha, comme on l'appelle, et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et pardon si je souffle pas mal dans le micro, excusez-moi. Je remets comme je peux. Et donc oui, il y a pas mal de... Enfin, c'est vraiment très difficile au niveau de l'OMC. Et donc l'Union Européenne, elle, s'est dit, bon, l'OMC, ça n'a pas l'air de marcher en ce moment. Donc du coup, on va se tourner sur des accords bilatéraux, Union Européenne plus États tiers, comme vous avez vu avec le Canada, avec le Japon, avec le TTIP, avec bon, le TTIP qui est en suspens, évidemment, avec plein d'autres, quoi, le Mercosur. Enfin, il y a plein d'accords qui sont en cours ou qui vont démarrer, qui sont un peu dans les tiroirs. D'ailleurs, je pense qu'ils vont nous en parler pendant cette petite conférence de presse qu'on va se lancer. Donc voilà, hein, je pense qu'on va pouvoir commencer. On se met un petit jingle et puis c'est parti. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Voilà, merci Sylvain, qui fait exprès. Donc oui, la question c'était... Nous allons maintenant passer à la conférence de presse. Ce que je pense des accords de libre-échange, et je n'en pense pas grand-chose, en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Annoncé hier par le président Juncker lors de son discours sur l'état de l'Union à Strasbourg. Commissaire Katainen et commissaire Malmström sont présents aujourd'hui. Ils vont vous expliciter différents éléments présentés par le président hier. Les autres éléments présentés par le président Juncker hier feront l'objet de conférences de presse spécifiques dans les prochains jours. Après, il y aura le briefing presse classique et à 15 h, nous nous retrouvons dans cette même salle pour répondre à vos questions plus détaillées sur les différents éléments du Donc la totalité de la conférence de presse dure à peu près 45 minutes. Intervention des deux commissaires plus les questions-réponses. Différents donc voilà. Pour expliquer ce qui figure dans ce paquet, différentes fiches d'informations. Donc n'hésitez pas à les parcourir. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Monsieur le vice-président, je vous en prie. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Bienvenue ici. Merci. Alors, il s'agit aujourd'hui tout d'abord de planter le décor général. Alors, le commerce, la politique commerciale n'est pas un îlot isolé. C'est un élément central, fondamental pour notre bien-être. C'est donc un dossier qui revêt une grande importance politique pour l'Union européenne. Je vous explique pourquoi. Nous sommes parvenus à créer une union qui a permis d'abolir les frontières. Nous sommes donc un continent ouvert. 28 États membres ont décidé délibérément de supprimer l'ensemble des frontières. Nous avons également souhaité créer un espace Oui, alors du coup, en Europe. Je vais laisser parler un petit peu avant de vous présenter. L'Union européenne est un continent qui se fonde sur l'état de droit, sur des règles, un espace ouvert. Et ce, parce que nous pensons que c'est ainsi que nous pouvons améliorer un maximum le bien-être de nos citoyens. Il s'agit de Jyrki Katainen, excusez-moi si je le prononce mal, c'est un vice-président de la Commission européenne et il est plus particulièrement chargé de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité. On les identifie, on peut également y remédier. Voilà, donc comment... Il est finlandais. Alors pourquoi les choses devraient-elles différentes lorsque nous nous tournons vers l'extérieur, le reste du monde? Et il a d'ailleurs été Premier ministre en Finlande et également ministre des Finances dans ce même pays. Et le commerce, régi par des règles claires, constitue un outil important à cet égard. Cela nous permettra de forger l'avenir de notre planète.
Donc la mondialisation peut être maîtrisée grâce à un certain nombre de règles, des règles multilatérales notamment, et le commerce est une de ces facettes. Donc, selon ce commissaire, le commerce est une manière de Voilà donc une analyse, réguler c'est la simple, mondialisation. c'est clair, qui repose sur des principes évidents de l'Union européenne. Nous avons en effet des valeurs à défendre, nous avons également des intérêts à protéger. Alors tout n'est pas à vendre, c'est un aspect important. Il ne s'agit pas uniquement de défendre nos intérêts économiques, nous souhaitons aussi préserver nos valeurs. C'est pourquoi les systèmes basés sur des règles, quel que soit le domaine, ici il s'agit de commerce, constituent un élément important, un instrument important. Alors hier, nous avons entendu le discours du président Juncker. D'ailleurs, pendant ce discours sur l'état de l'Union, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, avait déclaré qu'il souhaitait rendre les négociations beaucoup plus transparentes, en publiant notamment tout ce qui est mandat de négociation pour que le public puisse s'en saisir, s'informer de ce qu'il y a dedans. C'est d'ailleurs assez intéressant de noter que sur le commerce, et notamment du coup le commerce extérieur, ça existe depuis très longtemps. Les États ont des accords bilatéraux entre eux, il y a des accords multilatéraux qui existent, mais c'est quand même assez récent que les citoyens se saisissent de ces questions. Assez récent qu'il y ait autant d'intérêt pour ces questions. On a vu ça notamment avec le CETA et le TTIP, mais avant ça, il y a eu pas mal d'accords qui ont été faits et on n'en parlait pas autant. Les gens n'étaient peut-être pas forcément intéressés, ou peut-être qu'ils n'avaient tout simplement pas connaissance de ces accords, et peut-être qu'avec les technologies, aujourd'hui, il est plus facile de savoir que ces accords existent. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir et d'observer ce phénomène d'intérêt de l'opinion publique, entre guillemets, par exemple, sur les questions de commerce international, avec tout l'intérêt qui est autour des exigences environnementales, sociales, etc. Disposer de règles et de critères clairs pour les États membres qui souhaitent ce screening des investissements directs étrangers. Il s'agira également d'un mécanisme de coopération et d'échange d'informations entre tous les États membres au sujet de ces investissements étrangers. Ah, les investissements étrangers. Notamment pour les opérations de rachat ou d'acquisition qui peuvent avoir un impact sur les intérêts de plusieurs États membres. Cela permettra également à la Commission de rendre un avis lorsque les investissements étrangers ont un impact sur des projets ou programmes d'intérêt européen. Donc ça, c'est assez nouveau de la part de la Commission européenne de vouloir un peu plus s'intéresser aux investissements étrangers et aux impacts qu'ils ont dans les pays européens. Ensuite, il ne s'agit pas d'imposer ce screening aux États membres. Comment s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Jyrki Katainen. Vice-président de la Commission qui est en charge de l'emploi, des investissements et de la croissance et de la compétitivité. Ce nouveau mécanisme ne permettra pas non plus à la Commission de prendre des décisions qui s'imposent aux États membres. Les États membres auront toujours le dernier mot. À eux de décider s'ils souhaitent restreindre ou non certains investissements particuliers. Disons que cet outil permettra à tous les États membres d'être sur un pied d'égalité, d'échanger des informations, permettre donc aux États membres de prendre des décisions en connaissance de cause. Je vous donnerai quelques exemples concrets tout à l'heure. Pour illustrer le fonctionnement de ce nouveau mécanisme de screening et pour vous expliquer quelle valeur ajoutée il pourrait apporter par rapport à la situation actuelle. Merci, ça m'intéresse. Parallèlement à cela, nous souhaitons renforcer nos instruments de défense. Alors, le taux de chômage global de l'UE, ça tourne aux alentours de 10%. Dans les prochaines semaines, d'ailleurs, nous allons mettre d'accord sur une nouvelle méthode de calcul en matière 9 même, je crois. Je crois que Jean-Claude Juncker, pendant son discours sur l'état de l'Union, avait dit que le taux de chômage était autour de 9% dans l'Union européenne, ce qui est son taux le plus bas depuis 2009. Par exemple, contre des tentatives de dumping, notamment vis-à-vis de la Chine, en raison de la surcapacité dans le secteur sidérurgique. Nous souhaitons également ouvrir de nouveaux marchés. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de menaces, de risques de protectionnisme. Ah, ça c'est une petite référence à Trump. Affirmer son engagement pour un commerce ouvert, tout en améliorant la gouvernance mondiale. Et Cécilia reviendra plus dans les détails sur cet aspect.
Alors nous visons notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce sont les pays avec lesquels nous comptons entamer des négociations commerciales. Voilà, donc nouvelles négociations avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont montré de l'intérêt pour négocier avec l'Union européenne. Il faut dire qu'il y a énormément de pays qui commencent à toquer à la porte de l'Union européenne pour avoir des accords de type CETA. Le Japon, les négociations sont en cours. Les négociations sont en cours depuis, je crois, 2013, si je ne dis pas de bêtises, et c'est plutôt en bonne voie. Les dernières réalisations au niveau commercial et remonter 5 ans en arrière, souvenez-vous, nous avons conclu un accord avec la Corée du Sud. Oui, il y a eu un accord de fait avec la Corée du Sud. Depuis, notre déficit est devenu un excédent commercial. Il y a eu donc une évolution très positive et chaque milliard d'exportations européennes vers des pays tiers représente la création de 14 000 emplois. Donc dans l'ensemble, cela fait grosso modo 250 000 emplois à créer. Donc voilà, cela vous donne un ordre de grandeur et cela illustre bien l'importance de ces accords commerciaux. Alors, pour le Canada, le Japon, des accords ont également été conclus. Lorsque les derniers éléments seront finalisés, ces accords pourront également entrer en vigueur. A noter que le CETA, l'entrée en vigueur provisoire, est en cours depuis le 21 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Dans lesquelles nos négociations commerciales devraient être plus transparentes. Et nous sommes d'accord. Les citoyens, les parlements nationaux doivent mieux comprendre pourquoi nous négocions ces accords et quelle est leur teneur. Ils sont parfois très complexes. Il faut que les citoyens, les parlements puissent s'exprimer. Nous souhaitons donc être plus transparents à l'avenir. Cécilia vous en dira plus tout à l'heure. Pour conclure, je voudrais dire que l'Union européenne est véritablement le champion du commerce ouvert basé sur des règles. Nous avons, je pense, une approche très équilibrée. Nous ouvrons des marchés, mais nous fixons également des règles très strictes. Nous plaçons la barre très haut au niveau environnemental. On sent que l'Union européenne a envie de se placer... Ah, c'est fini. Bon. Très bien. Bah écoute, il semblerait que ce soit la fin de la vidéo. On peut passer à la deuxième. Hein. Écoute... Au pire, ils ont qu'à mieux faire leur découpage. Hein. Oui, donc du coup, on sent que l'Union européenne, quand même, a envie de se positionner comme étant le nouvel interlocuteur privilégié sur la question du commerce, pendant que Donald Trump, président des États-Unis, fait preuve d'un protectionnisme assez virulent. Alors est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison, ça j'en sais rien, ça c'est à vous de faire votre avis là-dessus, mais donc du coup en fait on sent que l'Union européenne a envie de saisir l'opportunité que lui donnent les États-Unis en se mettant en recul. Eh bien l'Union européenne a envie de passer devant, d'où cette envie de faire des accords commerciaux avec pas mal d'États. Allez, on passe à la deuxième vidéo, et là il s'agit de la seconde commissaire présente. Au niveau ah bah non, ok, ça reprend là, découpage complètement... tous sur un pied d'égalité, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon Allez, on passe à Cecilia Malmström. D'avoir... Et c'est un homme qui prend la parole, pour le traducteur est un homme, c'est rigolo. De ce que nous tentons de faire de façon générale, comme l'a dit notre président dans son discours sur l'état de l'Union. En plus, ça doit être un Belge parce qu'il a un petit accent. Avant de répondre aux questions. Dans le climat international actuel, alors, le monde... il s'agit de Cecilia Malmström, c'est la commissaire qui est chargée du commerce, c'est elle qui a mené les négociations du CETA notamment, et c'est une femme politique qui est suédoise. Elle fait partie elle est chez les libéraux, donc plutôt ADLE au niveau européen. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie avant? Eh ben, elle a été ministre des Affaires de l'Union européenne nous sommes aussi décidés à avoir en Suède, et elle a aussi été commissaire dans la commission Barroso, qui était la commission précédente, mais elle était aux affaires intérieures. Notre stratégie commerce pour tous, publiée il y a 2 ans. Et quand on avait fait le commentaire sur le CETA, le vote du CETA au Parlement européen, elle était présente, puisque c'était elle qui représentait la commission à cette occasion. De toute façon, tout ceci sera... ALDE, c'est l'Alliance des libéraux et des démocrates européens, donc ça représente en fait le centre en termes de courant politique.
dans ce que nous avons dit dans notre communication Commerce pour tous. Nous tenons compte d'équité, d'égalité des chances et aussi la garantie que nous aurons une transparence sans précédent et sans rival dans nos relations commerciales avec le reste du monde. D'abord, nous voulons profiter de cette... Alors c'est marrant parce que sur la transparence, au final, elle n'a pas vraiment tout à fait tort, puisque vous le savez, l'accord avec le CETA, même si beaucoup de citoyens, d'ONG ont estimé que les négociations n'avaient pas du tout été transparentes, ce qui est une position qui est tout à fait défendable, il est quand même à noter que c'est les premières négociations qui ont été, c'est les premières qui ont été aussi transparentes. Alors on peut ne pas être satisfait de la transparence de ces négociations, il n'empêche que c'est ces négociations qui ont été jusqu'à aujourd'hui les plus transparentes, puisque celles qui ont précédé, je pense pas que vous en ayez eu vent et que vous ayez eu des informations sur les tenants et aboutissants pendant les négociations. Avec le Chili, pour commencer les négociations dès l'automne, et comme Jyrki l'a dit, aujourd'hui nous publions nos recommandations pour l'entame des négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays ça se prononce Jyrki se joindront à notre Jyrki, c'est très bizarre de partenaires qui sont favorables à un commerce basé sur le respect des valeurs. Cet accord avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande devrait faire augmenter nos exportations d'un tiers à long terme, ce qui nous mettra dans la même situation que d'autres pays qui ont un meilleur accès à ces marchés en raison d'accords bilatéraux antérieurs. Nous proposons que ces deux mandats... Mais cette transparence est due à des fuites ou c'était volontaire? Un peu des deux, je pense, Fanny. Je pense qu'il y a eu une demande vraiment importante de la part de la société civile pour avoir accès aux informations, et donc du coup la commission a voulu faire preuve de sa bonne foi en publiant certaines choses. En tout cas, la commission publie beaucoup plus de choses que par exemple ne publient les États membres au travers du Conseil européen. Échange, et dans ces mandats, il n'y aura plus l'accord sur la c'est un peu des deux. Il y a eu effectivement des fuites aussi. Greenpeace, je crois que c'était Greenpeace avait réussi à obtenir des documents sur les négociations. Ont été publiés, vous le savez, et ce sera automatiquement transmis à tous les parlements nationaux. Ce faisant, leurs possibilités... On reparlera des parlements nationaux et de leur place dans les négociations et dans le processus dès le début, avant de ratification de ces accords. Négociations. Aujourd'hui, nous publions le mandat pour la Cour multilatérale pour les investissements. Vous savez que nous avions déjà proposé cette initiative depuis un moment. Nos directives, nos principes sont publiés pour qu'on sache vers quoi nous voulons aller. Salut Florian. Le débat se poursuit dans l'Union européenne disant que l'ancien système a des défauts. Il n'est pas à jour par rapport aux exigences de transparence qui existent, en faisant en sorte que les États puissent prendre des dispositions pour protéger leurs citoyens ou l'environnement. Vous savez qu'il y a plus de 3500 accords bilatéraux sur les investissements dans le monde entier. C'est l'ancien système ISTS. Et ce débat est à l'ordre du jour dans la majorité des pays. Donc nous tentons de toucher le plus grand nombre d'États possible pour voir si un tribunal international sur les investissements pourrait être mis sur pied. Donc c'est un tribunal multilatéral basé sur la transparence, l'indépendance totale des juges, ça. Avec des normes d'éthique élevées à respecter, possibilité de recours. Il doit être limpide que les pays peuvent réglementer de façon non discriminatoire pour protéger leurs ressortissants. Donc nous tendons la main à des pays au cours de différents événements. Et cet automne, je me rendrai par exemple en Afrique du Sud, en Asie, pour tenter d'obtenir un soutien pour ce processus. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que l'Union européenne essaye de remplacer l'OMC. Genre, non, c'est nous qui prenons de l'Union européenne. Ce groupe comptera des représentants des milieux d'affaires, des syndicats, Ah, ça y est, le chat qui critique l'interprète. Donc un groupe c'est pas malin. Équilibré qui pourront nous conseiller sur nos accords commerciaux dès le début. En aucune façon, ceci ne porte atteinte aux efforts que nous déployons pour contacter tous nos partenaires, ni aux dialogues citoyens qui se tiennent à Bruxelles, mais en fait partout. Alors les dialogues citoyens,
c'est un truc que la Commission a mis en Voici place, où en gros des commissaires ce dans que nous des États membres pour proposons discuter de aujourd'hui. l'Union européenne. Si elle faisait bien référence à ça. L'idée vise à souder la position de tête de l'Union européenne dans le Je commerce suis mondial. interprète. Non mais De plus en sérieusement, plus, ce boulot doit être un des d'autres boulots les pays plus difficiles du veulent monde. en s'inspirer plus. de nous pour avoir un agenda commercial et progressif. Eh bien, je crois que c'est notre réponse. Notre réponse, ok. Mais sérieusement, la Commission, mais genre ceux qui s'occupent de la com, mais faites un effort dans les découpages. Même nous, à Acropolis, on a moins de moyens et on fait mieux que vous, quoi. Oh là là là, c'est incroyable, c'est incroyable. Bah, je pense qu'on va écouter la fin de son intervention dans l'autre vidéo avant de faire un point ensemble. Je crois Voilà, que merci, c'est notre Sylvain. réponse à notre responsabilité. Ok, c'est tout, on peut mettre sur pause. Merci beaucoup. Nous passons à vos questions. On va passer aux questions après. Mais je voulais faire... alors, intéressant cette proposition de mettre en place un tribunal international sur les investissements. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'avoue que je ne suis pas experte sur le sujet, donc je pourrais pas vous apporter énormément d'informations sur les tenants et aboutissants, même si elle en a un peu parlé et qu'elle a un peu précisé ce qu'elle voulait faire. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Moi, je trouve ça étonnant que ce soit l'Union européenne qui propose ça. Alors que normalement ça devrait être un peu le rôle de l'OMC à mon sens, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Bref, je voulais revenir, pendant que vous réagissez si vous avez envie, sur du coup les parlements nationaux, parce qu'elle en a parlé pas mal, et même aussi Yirki, ou je sais plus comment ça se prononce son prénom, à l'autre commissaire, ils ont beaucoup parlé du rôle des parlements nationaux. On le sait, l'Union européenne, on lui reproche beaucoup d'être trop loin des États, d'être trop loin des citoyens, et donc du coup, eh bien, elle veut se rapprocher des parlements nationaux, et en tout cas d'être beaucoup plus dans la discussion avec eux. C'est pour ça qu'ils font pas mal d'efforts pour que les commissaires européens aillent dans les parlements nationaux. Ils se vantent beaucoup d'avoir, je crois qu'ils se... Leur chiffre, c'est qu'ils ont à peu près 500... Enfin, il y a eu 500 déplacements de commissaires depuis 2014 dans tous les parlements nationaux. Bref, ils ont envie vraiment de jouer là-dessus. Et donc, sur les accords commerciaux... Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'Union européenne a compétence exclusive en matière commerciale. Donc, ça veut dire que normalement, dans le processus législatif d'adoption et de ratification de ces traités, ça ne se passe qu'au niveau européen. C'est-à-dire que c'est la Commission qui va négocier après un mandat donné par les États membres, et qu'ensuite, ça va se passer dans la codécision, aujourd'hui nommée procédure législative ordinaire, où ça va être avec le Parlement et le Conseil qui vont du coup adopter ces accords internationaux. On a vu du coup le Parlement européen adopter le CETA, et normalement, ça aurait dû s'arrêter là. Sauf que il y a des États membres qui ont estimé que le CETA était un accord mixte. Donc c'est-à-dire quand les États ont revendiqué cet aspect des accords, c'était justement pour que ce soit aussi aux parlements nationaux de ratifier. Donc ils estiment qu'il y a des compétences effectivement exclusives de l'Union européenne, mais qu'il y a aussi des compétences qui relèvent des États, notamment des compétences partagées. Donc que les États membres doivent aussi de leur côté ratifier. C'est pour ça que le CETA va être ratifié par les 28 États membres, 28 puisque le Royaume-Uni va devoir ratifier aussi. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. La France, ça devrait pas tarder à arriver au Parlement. Et donc, pourquoi il y a eu une mise en œuvre provisoire du CETA? C'est que toute la partie qui relève de la compétence exclusive de l'Union européenne et dont il fallait uniquement la validation du Conseil et du Parlement européen, ça a été mis en œuvre de manière provisoire. Parce que, compétence exclusive de l'Union. Tout le reste, qui doit être du coup validé par les États membres et par les parlements nationaux, du coup, n'est pas mis en œuvre à l'heure actuelle, et le sera quand tous les États membres l'auront ratifié. Si un État membre ne ratifie pas le CETA, gros point d'interrogation, on ne sait pas ce qui se passe. Si le Royaume-Uni ratifie et que par exemple le CETA dans son intégralité entre en vigueur avant son retrait de l'Union européenne, le CETA s'appliquera jusqu'à ce que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne. Quand il ne sera plus dans l'Union européenne, le CETA ne s'appliquera plus normalement au Royaume-Uni. Il semblerait.
Voilà. Donc, le Royaume-Uni, vous avez pu en entendre parler dans les médias notamment, où on voit qu'ils essayent d'aller voir le Japon, d'aller voir le Canada, en mode on voudrait bien des accords avec vous. Et Theresa May se prend à chaque fois dans la tronche que oui, mais plus tard, là on est trop occupé avec l'Union européenne. Puisque l'Union européenne nous intéresse plus, puisque c'est un marché de 450 millions de personnes, c'est beaucoup plus intéressant que le Royaume-Uni où ils sont je ne sais pas combien de millions, mais en tout cas, ils ne sont pas 450 millions. Voilà pour ce petit point. Et donc, on peut imaginer que la Commission a négocié en tenant compte des desiderata des États, parce que ça ne s'est pas vraiment vu. Alors, c'est les États membres qui ont donné mandat à la Commission, et la Commission a suivi le mandat que les États membres lui ont donné. Donc, toutes les lignes rouges qu'ont posées les États membres ont été normalement respectées par la Commission. Après, j'avoue, j'ai pas lu le CETA en entier, donc je pourrais pas vous dire dans tous les détails, parce que c'est quand même un gros traité. Mais en tout cas, la Commission est censée avoir respecté à chaque fois la volonté des États membres. Donc si quelque chose était dans les lignes rouges et que finalement c'est passé dans le traité, c'est que les États en question ont accepté que ce le soit. La Commission, même si l'Union européenne a compétence exclusive, il faut rappeler quand même que l'Union européenne, c'est quand même avant tout des États membres, et donc tout est dans le cadre de la volonté des États membres. Voilà. Je pense qu'on peut passer maintenant aux questions-réponses. Cher Sylvain, merci. Question. Thank you, Daniel. Jure Couché from Le Soir. Two questions, if I may. 2 questions, si vous le permettez. Au sujet de 2 thèmes différents. Tout d'abord, le screening des investissements. Monsieur le vice-président, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous allez définir les intérêts européens? Puisque ces screenings porteront uniquement sur ce qui touche à l'intérêt européen. S'agit-il de propriété européenne ou avez-vous une autre définition de ce concept d'intérêt européen? Pourriez-vous développer quelque peu? Et pour Madame Malmström, au sujet de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc il s'agira d'accords commerciaux uniquement, si j'ai bien compris. Tant que les négociations étaient secrètes, cachées des citoyens pendant une large partie des négos, donc c'est compliqué de faire valoir des lignes rouges dans ces conditions. Écoute, Kappa, sur je peux comprendre ton avis. la structure future de ces accords. S'agit-il d'une nouvelle génération? Et après, il faut voir quel rôle pourrait être celui des citoyens dans des négociations internationales. Ça, c'est à voir. Puisqu'il s'agit ici de miser exclusivement sur les questions commerciales et non pas sur d'autres aspects. Pourriez-vous développer? Oui, merci pour votre question. Donc, l'intérêt européen. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons une société qui fait partie du projet Galileo. Ou une entreprise qui a reçu un financement important du programme Horizon 2020. Qui fait partie donc... Horizon 2020, c'est un programme qui permet d'investir dans la recherche, le développement, l'innovation, etc. C'est un des premiers programmes de financement mondial. Une question en termes d'intérêt. Galileo, c'est le GPS européen? Non. Oui, tout à fait, Florian, c'est tout à fait ça. Ou encore une infrastructure portuaire, par exemple. Ou d'autres infrastructures d'interconnexion physique ayant bénéficié d'un financement du mécanisme d'interconnexion européen, dans le cadre des RTE transport, des réseaux transeuropéens transport. Là aussi, il faudrait réfléchir à ce que cela impliquera, une telle acquisition étrangère. Ou autre exemple de l'intérêt européen. Nous sommes tous d'accord, nous devons renforcer nos réseaux d'énergie au niveau transfrontalier. Nous devons faire en sorte qu'il y ait des flux énergétiques dans tous les États membres afin d'améliorer la sécurité énergétique, afin d'améliorer le marché de l'énergie en Europe. Ça, c'est un gros sujet aussi au niveau européen, la question énergétique. Une société d'un pays tiers et l'efficacité énergétique et qui fait partie de ce réseau européen. Puisque l'objectif de l'Union européenne, c'est de se détacher de la dépendance qu'on peut avoir notamment
à l'égard n'est pas un aspect qui concerne au niveau stratégique un seul État membre, mais je vais être fatiguée ce soir, je capte rien. au-delà. Je t'avoue que là, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais bon. C'est vendredi soir. Par exemple, si cette société a déjà acheté une dizaine de morceaux du réseau européen, et si cette information n'est pas connue, on risque de se retrouver dans une situation... Il faudrait faire des QAC où le Parlement européen pose des questions à la Commission. Alors en fait, au niveau du Parlement européen, comment ça se passe? Il y a... Puisqu'il y a un risque, puisque l'énergie ne pourra C'est pas un plus député librement sur ce direct. réseau. Enfin, en gros, si vous voulez, c'est que on l'a déjà vu quand on a commenté des débats, ou etc. Alors, C'est c'était qu'il y a justement d'abord la d'être commission qui de s'exprime, ce ensuite il y a réseau plusieurs européen de parlementaires l'énergie, européens qui pour lequel nous s'expriment, et avons ensuite la beaucoup commission investi. fait une réponse globale. Bref, ce screening que nous souhaitons a pour objectif Voilà comment ça la transparence. Comment ça Donc s'organise. si une telle acquisition, un tel investissement est prévu dans un pays membre de l'Union, de la part d'une société d'un pays tiers, il faut que tout le monde le sache. Cela ne signifie pas pour autant que l'on va interdire ou restreindre cette acquisition. De toute façon, ce ne sera jamais la Commission, ce sera l'État membre qui décidera. Voilà, donc là, il rappelle que c'est aux États membres de décider si oui ou non ils acceptent un investissement étranger dans une entreprise de ce réseau leur, énergétique en Europe, qui est par sur leur exemple. territoire. Voilà, quelques exemples. Mais qu'en tout cas, il faudrait plus de coopération concept pour que d'intérêt tous les européen. États membres soient au courant de qui investit où. As you know, we are Donc, nous avons demandé à la Cour de nous conseiller. Alors la Cour de Ce qui est justice du de cas l'Union européenne. Singapour, qui a servi d'exemple pour qu'on comprenne la différence entre uniquement UE et mixte. La réponse a été donnée. Et alors, on continue de discuter de la portée de ceci dans le cas de Singapour avec les États membres et les parlements. La réponse est claire quant à savoir où est la compétence de l'Union européenne. Et pour ne pas perdre de temps alors que le débat est en cours, pour l'instant, nous proposons que l'Australie et la Nouvelle-Zélande soient couvertes par des accords de libre-échange où il n'y a pas de volet protection des investissements. Bien sûr, l'accès au marché des investisseurs est inclus comme dans tout accord commercial. Ceci ne préjuge pas de l'avenir. À l'avenir, nous pourrions proposer aussi des investissements en la matière, mais voilà ce que nous proposons pour l'instant. Et pour faire en sorte que le débat puisse commencer rapidement, nous savons que les parlements nationaux et régionaux des États membres, et c'est le cas dans votre pays, veulent être impliqués. Et nous avons transmis les mandats et encourageons le Conseil à en faire de même une fois le mandat final adopté. Ceci est une façon d'accroître la transparence et d'impliquer... Alors là, c'est marrant parce que la Commission... En gros, ce qui me fait marrer, c'est que en gros, eux, ils se positionnent comme étant transparents parce qu'ils publient leur mandat de négociation et ils invitent le Conseil à faire de même. Donc du coup, ça peut mettre un peu les États dans l'embarras. Et c'est un peu, je pense, l'objectif de la Commission européenne là-dedans, c'est de montrer qu'en fait, la Commission en a un peu marre que ce soit toujours elle qui soit pointée du doigt sur une opacité, sur tout ce qui est manque de transparence, etc., sur les négociations. Et donc du coup, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, ouais, regardez, moi, je publie mes mandats de négociation. Moi, je suis transparente. Maintenant, les États membres doivent prendre leurs responsabilités. Et donc, au lieu de nous taper dessus en nous disant que c'est nous qui ne sommes pas transparents, et qu'ils fassent preuve de leur bonne foi en publiant eux aussi tout ce qui est mandat de négociation, tout ce qui est documents, etc. Pour que la Commission essaye de mettre un peu les États membres face à leurs responsabilités. Screening des investissements ou d'y mettre, d'y exercer un contrôle. Nous n'avons pas analysé ce qui eût pu se passer si ce système de criblage eût existé antérieurement. Mais et tout à l'heure, j'ai vu une question sur combien de langues doivent parler les interprètes. Je sais pas, mais quand même pas mal. En sachant qu'il y a 23 ou 24 langues officielles au niveau européen. Après l'adoption du screening, cela reste entre les mains des États membres, des gouvernements. Cette question, à tout le moins, bon ça, on attend de voir. En sachant que les langues les plus utilisées sont évidemment l'anglais, l'allemand et le français. C'est que les autorités grecques auraient informé les autres et que les autres auraient pu donner leur avis. Mais en bout de course, mais il y a un principe au niveau européen qui est l'accessibilité de tous les documents et voici la nature de ce mécanisme de screening, doivent tous être traduits.
Nous ne voulons certainement pas Et restreindre après, les interprètes, c'est les aussi pour investissements les personnes qui en Europe. sont dans la salle, par exemple au Parlement La européen, il y a raison des interprètes pour pour les laquelle Roumains, parce nous que tous les avons Roumains ne parlent conclu pas forcément, les tous les trilogues députés sur l'EFSI, c'est pour européens encourager les qui sont investissements. de nationalité roumaine Ça ne veut ne pas comprennent pas dire forcément tous qu'on l'anglais n'a ou l'allemand, qu'à etc., etc. utiliser des fonds européens exclusivement en la matière, mais nous voulons des emplois. C'est pourquoi nous sommes l'environnement le plus ouvert au monde pour les investissements. Nous ne voulons pas de restrictions. Et là encore, la Ce que Commission personne ne veut. met un peu en avant son côté libéraliste C'est d'avoir des investissements en qui rappelant mettraient en qu'elle a envie péril la d'être sécurité nationale. ouverte, notamment aux Nous sommes tous investissements, d'accord, je et crois. qu'elle n'est pas franchement deuxièmement, favorable à des restrictions. Nous voulons faire en sorte que rien n'arrive par hasard. Je pense au réseau énergétique. Tous les États membres pourraient vendre une partie du réseau et en bout de course, on découvre qu'on a mis en place un beau réseau de distribution de gaz ou d'électricité en Europe, et puis une part de celui-ci se retrouve entre les mains d'une entreprise d'un pays tiers, ce qui n'était sans doute pas notre intention au départ. Ceci ne doit pas être interprété comme s'opposant aux investissements étrangers directs. Il faut garantir l'ouverture, et pour ce faire, il faut savoir ce qui se passe. Merci, c'était très clair. Madame la commissaire, le président Juncker hier a dit qu'il voulait que tous les accords commerciaux reçoivent l'aval du Parlement européen, en dernier lieu l'Australie, Nouvelle-Zélande, mais aussi Japon, Mexique, Mercosur. Ce que vous avez fait avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où vous excluez la protection des investissements, où vous avez 95% de cette compétence UE qui vous permet de ratifier sans avoir l'avis des parlements nationaux régionaux, dont le Wallon. Est-ce que ça voudra pour le Japon, Mexique, Mercosur? Maintenant, pour le tribunal de règlement de litige, on a l'impression qu'il se trouve un peu marginalisé. Quand vous aurez terminé le débat, est-ce que vous allez maintenir une approche cohérence? Vous dites d'accord, on va faire ça sans les partenaires commerciaux, ou est-ce qu'on va passer une nouvelle stratégie où vous dites d'accord, on n'en a peut-être pas besoin avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais on le fera dans le cas de l'Inde et du Mexique, où on sait que les opérateurs n'arrêtent pas de vous dire qu'ils veulent une protection des investissements dans cet accord. Est-ce qu'on aura toujours une stratégie cohérente en la matière? Est-ce qu'on aura deux systèmes distincts avec et sans protection des investissements? Ça fait beaucoup de questions en une. Allez, vas-y. Commence par essaie un de nous expliquer un peu peu tout ça, là. de l'ordre. Les accords avec le Japon, on est très avancé, il reste du travail. Ce n'est qu'une fois que tout sera conclu, c'est à ce moment-là que la Commission fait une proposition. Donc il faudra voir comment les choses se présentent. Même chose pour le Mexique et le Mercosur. Mais il n'y a pas d'investissement dans le cas du Mercosur. C'est un mandat très ancien. Les investissements ne sont pas couverts de toute façon. Donc ça reste essentiellement sur le commerce et pas sur les investissements. Parce que les accords dits de nouvelle génération sont beaucoup plus étendus. C'est pas juste du commerce et des échanges de biens et de services. Il y a des échanges qui sont sur beaucoup plus de choses, notamment accès au marché public. C'est vraiment des accords qui sont sur des domaines beaucoup plus larges. Quand on dit de nouvelle génération sur les accords commerciaux, c'est parce qu'ils ne se limitent plus seulement aux échanges de biens et de services. Il faut présenter donc ce système de tribunal. Par exemple, avec le CETA, désormais, les entreprises européennes pourront postuler à des offres de marché public. Ça ne figure pas maintenant au mandat que nous proposons aujourd'hui, mais si les États le souhaitent, on peut le faire plus tard. Et on peut avoir une négociation en parallèle, ou bien ça peut attendre. On n'a pas à en décider maintenant. Il faut faire en sorte qu'on puisse non seulement lancer des négociations commerciales, mais aussi les conclure et faire en sorte qu'elles entrent en vigueur.
Alors ça fait un peu référence à ce qui se passe à l'OMC où il y a des négociations qui sont en que cours la depuis déclaration des années et que ça n'arrive pas à aboutir. Et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, l'Union européenne, du coup, la vaste majorité, c'est vous dites dirigé vers du 85%, bilatéralisme et non plus du uniquement multilatéralisme en termes C'est-à-dire que les États membres et relations commerciales, ou c'est-à-dire le que maintenant dernier mot elle en fait des matière. échanges et elle fait des accords Ce qui est commerciaux la qu'avec façon un dont État généralement tiers nous prenons et les pas décisions avec dans tous l'Union les États européenne. du Et monde, personne comme n'a c'est dit fait que dans le cadre de ce l'OMC. n'était Donc ça ni fait que ça a fait une ni multitude transparent. d'accords. On a l'accord avec le Canada, on a l'accord avec le Japon, on a Que l'accord non avec seulement l'avenir le au Mercosur, on a Nouvelle-Zélande, l'accord avec l'Argentine, mais aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tout ça. Donc ça se multiplie, c'est une multiplication d'accords bilatéraux, alors que le dans le cas multilatéralisme a cet avantage que c'est un accord, donc c'est simple et ça concerne tout le monde. informé. Sauf que quand on fait du sur le bilatéralisme, processus, et notamment quand l'Union européenne négocie avec des États tiers, mais juste en Nous augmentons one-to-one, ça lui permet d'obtenir plus de choses dans ces accords. Le plus possible nos Puisque positions. évidemment, comme on sans négocie mettre en qu'avec péril un seul interlocuteur, c'est plus facile les négociations que quand on est avec 130 autres États. Donc c'est pour ça que les accords bilatéraux ont tendance à plus facilement aboutir, comme on a pu le voir avec le CETA, même si même si la durée des négociations est très longue. Le CETA, je crois que ça a duré entre 7 et 10 ans. Donc voilà, le TTIP, ça montre très bien que les négociations, c'est sujet pas de la évident. protection Bon, là, des investissements toujours. c'est avec Donald Trump, mais voyez un peu ce que je veux dire, j'espère être clair. Mais voilà. Et accès au marché public, du coup, la Morora, ce que je t'expliquais, ce que j'ai expliqué là, c'est que maintenant, dans Question de suivi sur la au niveau protection des investissements. européen, si une entreprise, par Sujet exemple de Singapour. française, a envie de Sujet de postuler à ces une accords. offre de marché public au Canada, et ben elle le peut, alors qu'avant, ce n'était pas ouvert. Partie protection des Et investissements. si Est-ce une que entreprise vous canadienne a envie avez changé d'être candidate à un marché toujours d'un public accord français, unique elle ou pourra. allez-vous proposer que ces accords soient scindés en deux parties? Et ça, cet accès au marché public Ensuite, existe déjà une dans l'Union européenne, du fait de la libre circulation, etc., du marché intérieur, qui fait qu'il n'y a pas de barrière Vous avez tarifaire, dit non qu'il s'agit tarifaire, de transparence. etc. Et donc, du coup, c'est déjà le cas au niveau européen. Donc, si vous êtes une La entreprise Commission française, vous sera avez tout donc à fait le informée. droit de postuler à une offre de marché Mais public vous aurez également allemande, par exemple. Mais maintenant, c'est possible prononcer au sur niveau, certaines au niveau de rachat, mondial, mais notamment, surtout avec le Canada, notamment lorsque ces pour rachats l'instant. concernent les intérêts européens. Alors que se passera-t-il si les États membres ne Ah, mais c'est quoi un accès à un marché public? vont à l'encontre de ces Par exemple, ta mairie, elle a envie de, je sais pas, de faire tel bâtiment dans le cadre de sa politique D'accord. d'urbanisme. avec le Vietnam? Elle ne peut pas choisir quelqu'un qu'elle veut. Il faut qu'elle fasse un marché Très public. progressif. C'est-à-dire qu'elle va, alors j'explique brièvement parce que je suis pas non plus une experte, mais Nous avons en gros, elle va faire un appel d'offres où elle va dire, écoutez les gars, c'est public, j'ai besoin de ça, dans un budget de ça. les négociations Faites-moi vos propositions. Et là, tu as plusieurs entreprises qui vont voir l'offre de marché Une fois public que et qui ce vont sera dire ah trop traduit. bien, j'ai envie de faire ça. Et donc, ils vont faire un cahier des charges, ils vont expliquer ce qu'ils peuvent apporter, dans quelles conditions ils respectent les moment-là, critères, les budgets, etc. Pour Singapour. Et donc, la mairie va ensuite avoir tous ces dossiers de candidature et puis elle va les regarder. Et ensuite, elle va du coup devoir choisir parmi ces candidatures de négocier celle qui correspond le mieux et qui colle le mieux aux critères. Et ensuite, si jamais une entreprise estime qu'elle a été mise de côté de manière injustifiée et qu'elle aurait dû obtenir le marché public, elle peut faire un recours au niveau de la justice administrative. Là aussi, la discussion est en Voilà. cours avec les États membres. Et tout se passe dans une démarche de publicité, donc c'est-à-dire où tout est rendu public, et ça permet du coup d'éviter que les maires décident de filer un marché, de filer un projet à réaliser à l'entreprise de leurs potes. Voilà, c'est pour que en fait Clair. tout ce Aux qui est États membres de tout ce qui est décider. public et collectivité, État, etc. reste Évidemment, neutre parce que vis-à-vis c'est de ce qu'on lui propose. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Car les questions relevant de Ok, donc on permet à une entreprise étrangère de refaire la mairie de Dijon, par exemple. Par exemple, si une entreprise canadienne répond à l'appel d'offres de Dijon qui dit « Les gars, j'ai envie que vous refassiez mon mairie », et bah du coup, une entreprise canadienne peut très bien dire « Ah bah moi je peux à le faire ». l'avenir, avec ce Et screening, donc elle devra être sélectionnée parmi tant d'autres entreprises pour tous les États membres, ceux qui auront ont ce postulé système à de ce screening marché national public. et ceux qui ne l'ont pas feront une liste annuelle des investissements directs étrangers. Cette information permettra
à la Commission et aux autres États membres d'avoir une vue d'ensemble. La mairie de Dijon, c'est le palais des ducs de Bourgogne, il n'y a rien à Lorsque refaire, c'est déjà ce parfait. mécanisme existe au niveau national, l'analyse se fait ex post. Mais Il est bien Repsamen là visuel nous permettra Ce sera ta future maison, Sylvain. dans son ensemble. Je ne dirais pas ce que Sylvain a Système de dit, ça screening peut nous poser des problèmes. n'impose Surtout si on a envie de commenter le conseil municipal de Dijon. Pas de tel système national. Bon alors qu'est-ce qu'il dit Yerki là? Système de J'ai screening. pas du tout suivi, j'étais très bien lancée sur mes Donc marchés il publics. s'agit effectivement de renforcer la transparence. Car Ah la transparence, toujours la transparence, c'est important la transparence. nous allons pouvoir collecter davantage. Ah tiens, j'avais une question pour vous du coup, parce que c'est vrai que du coup pendant le cadre de toutes ces négociations, le CETA ça a vraiment été le moment où on a enfin vraiment c'est ressorti à fond, c'est cette question de la transparence des négociations. Et j'aurais aimé un peu savoir ce que vous en pensez, si selon vous, l'Union Européenne ou un État quelconque, quand il fait des négociations de ce type, est-ce qu'il faudrait que tout soit rendu public, Mais il y a un pays que vous n'avez tous les pas aspects, et que mentionné tout soit aujourd'hui, publié, Monsieur Juncker. ou est-ce que vous estimez qu'il est normal que dans le cadre de négociations, qu'on ne publie pas tout, puisque publier, Nous savons ça revient à publier sa stratégie de négociation qui devient ensuite visible à l'interlocuteur Alors quelle sera la position qui du fait les négos. Donc Royaume-Uni non, pas forcément le Stropole, parce que j'ai envie d'avoir des réponses un peu avec vos arguments et vos vous idées, avez c'est vu, plus intéressant que oui, non. Bon, vous savez, Mais, c'est le Parlement européen mais qui voilà. décidera quand suffisamment de progrès auront été faits. Michel Jusqu'où Barnier doit aller la transparence dans le cadre de négociations en Jusqu'à fait. présent, il n'y a pas eu suffisamment d'avancées. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'y pense à une petite Alors, anecdote, mais en gros, quand j'ai été, j'ai négociations bossé un peu en commerciales stage à l'Assemblée nationale et j'avais l'Union européenne et j'avais discuté avec un de donc, mes nous anciens trouvons chefs certainement qui me une disait façon que d'organiser les ces- députés de l'ancienne simplement législature avaient beaucoup demandé, beaucoup reproché que le CETA c'était pas transparent, qu'ils n'avaient aucune information, voilà, que c'était inadmissible, etc., avec etc. lesquels nous Et il me disait qu'ils avaient fait, l'Assemblée nationale avait fait en sorte, du coup, avec des discussions avec la Commission, etc., d'obtenir des documents qui étaient juste visibles aux députés. C'était pas des documents qui avaient vocation à être publics, très publics. Par exemple, le citoyen lambda ne pouvait pas les voir, mais par contre le député pouvait, puisqu'on estime qu'il y a la représentation nationale, etc. Et donc ces documents étaient à leur disposition, il suffisait juste qu'ils les demandent pour les consulter. Il n'est pas nécessaire. C'est avéré que pratiquement aucun situation député n'a plus demandé complexe à qu'elle ne consulter l'est ces déjà. documents. Par contre, ça les empêchait pas de gueuler en commission pour dire « Ah, on n'a pas accès aux documents, il est bien, il est bien ». Voilà, donc Des ça, c'était experts une petite anecdote. très expérimentés. Et vous avez également une femme à la tête qui a ses capacités de travail en simultané. Pas de panique. Bam! Je suis une femme et j'ai de quoi négocier. Pardon, excusez-moi. Thank you. Emre Pekar with the Wall Street Journal. On the Concernant le système STS, Bah, c'est des Si trucs ce ne publics sera qui nous pas concernent, il faut une s'emparer fois des pour sujets, les plus de États membres transparence et qui aussi ne l'avis sont des pas personnes diverses qui intéressés peuvent par conseiller la les création de députés mécanismes de pour crédit. modifier les choses dans le bon sens. Comment est-ce que c'est Oui, alors après, je pense que là, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais je pense quand même que dans le cadre de négociations, en tout cas, je sais que la Commission, quand elle fait notamment des textes et des propositions de textes, elle consulte énormément. Pour empêcher une Consulte, voilà, il y a des auditions qui sont faites. sans Par sur exemple, le quand plan vous stratégique. allez un peu regarder à l'Assemblée nationale, c'est le cas dans beaucoup de parlements et notamment aussi au Parlement européen, etc. Quand il y a un projet de loi qui est soumis, de voie rapide, à l'Assemblée nationale, par exemple, eh bien, il y a un rapporteur qui est désigné dans la commission qui est compétente au fond, mais le rapporteur va faire des auditions pour comprendre le sujet, pour avoir l'opinion de tel et tel acteur qui sont sur le sujet, pour ensuite pouvoir se dire quel amendement il faudrait faire, etc. Uniquement donc il y a quand même toujours la toute fin de la négociation. quand même une relation avec la société civile et les acteurs en tout cas des domaines. Après, dans le cadre de ces négociations CETA, je ne pourrais pas vous dire, on peut quand même essayer de chercher si la Commission a consulté tel ou tel acteur, mais c'est quand même très fortement probable que ça ait été le cas. Nos engagements internationaux par rapport à l'OMC nous permettent un screening des investissements en matière de sécurité et d'ordre public. Certains États membres estiment que ce système est superflu, 12 pays estiment qu'il est nécessaire. Les États, ils sont pas d'accord. Même si la Commission
le souhaitait, nous n'avons pas de compétences en matière de questions en rapport avec la sécurité nationale. C'est toujours du ressort des États membres. Voilà, Deuxièmement, donc là, encore une fois, la Commission qui rappelle qu'elle n'a pas j'ai compétence tenté dans tous de les sujets. l'expliquer. Le système de screening fera la Oui, mais les députés n'ont différence. pas la main là-dessus, c'est la Commission qui décide. Non, la Commission mène les négociations. Après, c'est le Parlement européen qui valide. De sensibilité. Par exemple, sur le CETA, le Parlement européen a adopté le CETA dans l'hémicycle, à la majorité, etc., etc. Par les États membres pour un échange d'informations et pour se faire un avis. Si une acquisition dans un État membre donné avait un État membre sur l'économie ou sur les intérêts d'un autre, maintenant nous avons Concernant un une État, négociation sur nous l'ordre avons de un 5-10 cadre ans, comme ça a été permettant le cas, de il est important coopérer d'avoir des publications et afin que d'échanger les des élections informations et de se intermédiaires faire puissent une dérouler idée. de façon loyale. Ok. C'est un choix philosophique. Soit on donne à voir et donc à dire aux citoyens à la le fois sur les droit, résultats et sur les méthodes, De se soit on faire les limite aux résultats. Pour avis moi, en être examinant citoyen et les démocrate, il faut investissements avoir sous conscience l'angle et des emprise en tant intérêts que de peuple sur le l'Union. J'ai processus parlé de complet, l'exemple au dans moins en tant que réseau modérateur d'énergie observateur. de Mais dans ce cas Cactus, qui est-ce qui, Il y a des entreprises, par exemple, qui sont impliquées dans notre programme. comment dirais-je, intervient en tant que modérateur et observateur? Restreindre les Parce que, enfin, ça Mais c'est toujours une nous question voulons pratique, mais c'est intéressant. Ta vision est carrément intéressante, mais du coup, qui est-ce qui pourrait le faire? Ce serait un représentant d'un citoyen? On demanderait à tous les citoyens en Europe et qui est derrière. comment on pourrait mettre en œuvre, Les préoccupations, cela aide les États membres. Bah, je vois pas pourquoi on pourrait pas tout publier. Ou alors j'ai pas compris la question. Bah, Daijin, c'est que en gros, si tu publies tout, c'est que du coup, même ton interlocuteur a accès à ces documents. Donc ça veut dire que ton interlocuteur a connaissance de ta méthode et de tous tes objectifs en matière de négociation. Nous avons des négociations en cours avec les mandats qui sont ce qu'ils sont. Et donc, est-ce que tu as envie, dans le cadre de négociation où tu es un peu en train de te battre pour ton petit bout de pain, est-ce que tu as envie que ton adversaire, entre guillemets, enfin en tout cas ton interlocuteur, soit au courant de tes méthodes pour obtenir telle ou telle chose sera assez mélangé. L'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le mandat que nous proposons et qui est publiquement disponible. Après, ça c'est le minimum syndical pour être en vague cohérence avec une démocratie représentative. Là, on s'est foutu de notre mouille, ou alors certains, peut-être nos députés, alors je ne jette pas la pierre à lui, ont décidé qu'on n'était pas dans une oligarchie. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le maximum d'informations soit rendu public, parce qu'une partie importante de la démocratie passe par la contestation du pouvoir ou le secret l'empêche. Et le secret l'empêche. Vous allez créer un nouveau comité consultatif composé d'experts du monde des affaires, des syndicats. Oui, il y a des actions, mais tu as des acteurs plus confidentiels qui, par manque de notoriété, ne sont pas auditionnés, aussi bien au niveau national qu'européen. Les comités consultatifs existants, le comité économique et social européen. Bah tu vois, Damien Blog, si on part de ce constat, est-ce que Acropolis aurait été auditionné à l'Assemblée nationale, par exemple? Qui ont également des compétences. Si tous ceux qui manquent de notoriété et qui sont des petits acteurs n'étaient ces comités, de fait pas auditionnés. Leur donner davantage de pouvoir en matière de screening. Et sinon, pourquoi? Oui, mais je crois qu'on a un peu forcé la main des Wallons, ou Wallons, je sais plus comment on prononce vers la fin. Social, par exemple. Ouais, alors la question de... Nous travaillons avec eux, nous savons que c'est une institution importante. C'est très particulier. Nous travaillons également avec parce que c'est une région. Des accords commerciaux. Et donc après, c'est parce que voilà, le Belgique est un État fédéral et que dans la répartition des compétences au niveau de la Belgique, effectivement, les régions ont un mot à dire sur le commerce international. Ce qui n'est par exemple qui n'existe absolument pas en Allemagne, puisqu'on estime que le commerce international et donc tout ce qui relève de on dit merci Cactus, tout ce qui relève de l'international, normalement on relève d'une régalien, donc relève de la compétence de l'État fédéral. Et donc là voilà, ça c'était un peu particulier. Mais donc, et par exemple, est-ce que tu estimes que les Wallons, qui sont une région, peuvent bloquer des négociations et la validation d'un accord qui concerne quand même 28 États, dont la majorité, enfin en tout cas des représentants, j'entends, étaient d'accord. Bon, on n'a pas du tout écouté la fin de la conférence, c'est pas grave, mais le débat est intéressant avec vous. J'ai pas les textes là, il va me falloir du temps pour rédiger la proposition de loi, mais je dirais des représentants parmi les élus européens parlementaires par exemple,
ou bien des comités citoyens, ou encore des représentations de la société civile compétentes dans les domaines. Dans tous les cas, ce serait toujours mieux que rien. Ok. Donc un peu ouais, du représentatif. Ok, c'est intéressant. Une transparence des objectifs des négociations de part et d'autres de la table me sont plus bénéfiques que problématiques de manière générale. Ok, Roman. La Commission européenne a décidé de payer 120 000 € par jour à la Belgique car il y a 2 lois pas encore appliquées dans la région fédérale mais votées au Parlement. Il n'y a pas compris. Faut streamer le chat en fait. Bah écoutez, quand il y a des discussions comme ça hyper intéressantes, moi je préfère à la limite vous lire que d'écouter ce que ils me disent les autres gugus à la commission. Bref, donc voilà, on a parlé de politique commerciale. C'est pas un sujet hyper évident, mais c'est quand même intéressant. Et je vois que ça a quand même provoqué des débats dans le chat et c'était une de mes volontés, donc je suis contente. J'espère que ça vous a plu, même si le sujet effectivement est très technique, qu'on est face à des commissaires qui sont très techniques, face à des journalistes aussi qui posent des questions relativement techniques. Ça nous change des questions qu'il y avait eu la semaine dernière où on parlait de la Catalogne alors qu'on était quand même sur des sujets différents. Merci les journalistes de temps en temps. Mais ouais, donc c'était hyper intéressant, je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Mais voilà, donc du coup, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir votre avis si des sujets comme ça, qui sont un peu techniques, ça peut vous intéresser à l'avenir. Par exemple, est-ce qu'une conférence de presse sur le numérique, ça vous intéresserait? Est-ce que quand il y a des conférences de presse sur tel ou tel accord commercial, vous avez envie qu'on le fasse? Est-ce que, je sais pas, un truc sur les fonds structurels, ça vous botterait? Enfin, alors, sujet sur la santé, je suis absolument nulle en matière de santé. Et en plus, l'Union européenne n'a pas vraiment compétence en matière de santé. Après, peut-être qu'il y a des trucs sur tout ce qui est alimentaire. Par exemple, un truc tout con, est-ce que vous aimeriez bien avoir une conférence de presse sur la politique agricole commune? Voilà. En gros, est-ce que vous voulez que je m'éloigne un peu des sujets qui sont institutionnels, notamment je pense au Brexit ou tout ce qui est démocratisation des processus européens, etc. Est-ce que vous voulez qu'on s'éloigne un peu de ces sujets et qu'on aille vers des trucs qui sont un peu plus ciblés, mais du coup plus techniques, hein. On va pas se mentir. On va être, si on va sur ces trucs-là, on va être sur du techos, comme on dit. Alors, qu'est-ce que vous dites? Bah là, je parlais plus dans le cas où un acteur plus gros et important qu'Acropolis serait consulté et pas vous. Le fait que ce soit transparent permet d'interpeller quelqu'un pour donner son avis. Ok, Damien. Bon, par contre, on retient pas grand-chose de la conférence. En même temps, j'ai beaucoup parlé. J'ai pas trop écouté, donc du coup, je vous ai forcé à ne pas écouter. Je suis désolée, la prochaine fois, j'essaierai de moins parler. Après, il faut peut-être prévoir un invité qui s'y connaît. Un vendredi soir à 21 h. Why not? Non, mais après, je peux aussi très bien bosser un peu plus les sujets. Enfin, j'ai un peu connaissance sur un peu tout. Je connais brièvement voilà, la politique commerciale, brièvement la PAC. J'ai bossé sur la pêche, la politique commune de la pêche il y a pas longtemps. Je vais vous dire, c'est intéressant toutes ces questions de plan de rejet, parce que maintenant vous savez que la commission, elle interdit aux pêcheurs de rejeter certains poissons et tout dans la mer, parce qu'elle s'est rendue compte que finalement c'était pas si écolo que ça, que de rejeter les poissons. Et là, je suis un peu tombée sur le cul, parce que moi je me disais, bon, rejeter des poissons et tout, quand ils sont trop petits, et bah les petits bébés qui sont trop petits, bah autant les rejeter à la mer et tout, c'est mieux et tout, c'est plus sympa. Et en fait, il paraît que c'est pas du tout écolo, et que les petits poissons qui sont comme ça, et bah ils ont beaucoup de chances de crever au final, et donc du coup ça pollue. Donc voilà, donc, franchement c'est fou, hein. Donc si vous voulez, on va parler de la pêche. Alors, bonne idée la PAC, donc je note que la PAC ça pourrait vous intéresser, très bien. Le numérique aussi, j'ai vu, Grand Froid m'a dit. Bah, je vais voir, surtout qu'il y a pas mal de trucs qui se passent au niveau du numérique. T'éloigner du Brexit, non, on est fan de Barnier, mais des discussions techniques seraient cool. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est on peut se dire, une fois par mois, on fait une émission sur le Brexit, parce que vous savez, il y a des négociations une semaine tous les mois, donc on peut se réserver au moins une émission par mois sur le Brexit, et ensuite essayer de changer un petit peu. Et là, comme vous voyez, j'essaye de faire un peu plus des conférences de presse de la commission, parce que c'est plus court, parce que on peut faire des pauses entre les
interventions, il y a des questions des journalistes qui peuvent être intéressantes, etc. C'est peut-être un peu plus vivant que forcément au Parlement européen et que ça vous montre effectivement les aspects un peu plus techniques. Donc on peut faire... voilà, j'essaye un peu de diversifier. Mais pour répondre à ta question, des trucs qui en apprennent un peu plus sur les compétences de l'Union, c'est toujours bon à apprendre parce qu'on entend tout et n'importe quoi à ce sujet. Ok, Closter. Bah voilà, notamment la politique commerciale, pour le coup, c'est effectivement une compétence exclusive de l'Union, mais j'avoue que par exemple sur la santé, l'Union européenne n'a pas énormément de compétences, mais on peut faire tout à fait ça. En fait, si on fait des trucs plus précis, il faut vachement vulgariser au début et répéter pendant, car pas évident. Effectivement. J'espère que sur la politique commerciale, j'ai été assez claire, que je vous ai donné des infos un peu claires, etc. Voilà. Parlant de pêche, il y a un documentaire sur le sujet sorti récemment, des lois et des hommes. Oui, effectivement, c'est sûr. J'ai pas vu le film, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est en fait un pêcheur qui va se confronter à la Commission européenne et aux institutions européennes alors qu'il n'y connaît absolument rien et qui du coup se fait embarquer un peu dans tout ce fonctionnement très particulier qui est l'Union européenne. Ça parle de bureaucratie, d'administration, etc., etc. Et voilà, donc je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou nul, mais en tout cas, le sujet c'est ça, donc si ça vous intéresse, allez-y. Ouais, donc la PAC aussi, gros... Avant c'était une compétence exclusive de l'Union, la PAC, il me semble, mais plus maintenant, les États ont voulu la récupérer. Pareil pour la pêche. Voilà. Bon. Je vais peut-être laisser Sylvain aller se coucher. Parce qu'il est 22h. Bref, tout ça pour dire que je suis toujours aussi ravie de faire ces émissions avec vous et que parler d'Europe, ça me botte toujours autant, surtout que vous y montrez de l'intérêt et que c'est toujours très intéressant de débattre avec vous, surtout qu'on sait très bien que l'Union européenne est un sujet qui peut être très clivant, puisqu'on a des gens très pour, des gens très cons, des gens qui sont très moyennement convaincus, etc. etc. D'ailleurs, coucou le chat YouTube, puisque souvent sur YouTube, ils sont assez complotistes en plus, paraît-il. Bref, mais YouTube, on vous aime. D'ailleurs, YouTube, la prochaine fois, venez sur le chat Twitch pour qu'on puisse répondre à vos questions. C'est impressionnant quand même que le UK ait tant de galères à traverser pour quitter l'Union parce que plusieurs dizaines d'années on n'a même pas réussi à leur faire utiliser l'euro malgré tous leurs avantages. Effectivement, Cactus. Et d'ailleurs, du coup, il y avait un Conseil européen hier et aujourd'hui. D'ailleurs, normalement, Emmanuel Macron a signé la déclaration une déclaration sur le protocole, truc 52 du traité de Lisbonne, ou je sais plus quoi, sur la reconnaissance des symboles de l'Union européenne. Donc normalement il a signé ça, je vais aller vérifier qu'il l'a bien fait. Et voilà. Et donc il y avait un conseil européen, et en fait en ce moment les conseils européens, donc ça, les conseils européens c'est quand les chefs d'État et de gouvernement se réunissent. Et donc il y a une journée qui est prévue où ça parle de l'avenir de l'Union européenne, et donc là le Royaume-Uni est complètement exclu de cette journée-là parce qu'on estime que l'avenir de l'Union européenne, le Royaume-Uni n'est plus dedans. Voilà, c'est triste. Par contre, du coup, il y a une autre journée qui est complètement dédiée au Brexit, et je crois que c'était aujourd'hui. Donc on pourra en faire un gros point encore, même si ça n'avance toujours pas des masses. Voilà, c'est toujours magnifique. Merci pour de ce live, même si j'ai rien capté. Nous, on t'aime, Jen, mais moi aussi je t'aime, Fanny. Merci d'ailleurs d'être toujours présente dans ces émissions et de modérer avec brio. Ensuite, qu'est-ce que vous dites? Ah, ça parle de la FI, je crois que c'est le moment de nous dire au revoir. Allez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le Discord en bas si vous voulez discuter avec toute la communauté. C'est des gens tout mignons et tout gentils, donc n'hésitez pas. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à Sylvain pour la régie. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et puis, à très bientôt. Salut et des gros bisous. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe.